Salut, c'est Iskid. Et aujourd'hui, c'est la rentrée, c'est littéralement la rentrée quand je filme ça. Du coup, je me suis dit, bah, vous savez quoi? On n'a pas fait de vidéo qui parle d'apprentissage japonais, d'école, tout ça euh, depuis genre un an au moins. Un truc comme ça. Et je sais que ça vous manque. Ça commence à sacrément manquer moi aussi. Donc il y en a pas mal qui vont arriver là. Faut que j'arrête de dire qu'il y a pas mal qui vont arriver parce que je suis la pire pour monter les vidéos et les poster à l'heure. Du coup, en fait, elles arrivent pas. Mais il y en a pas mal que je vais filmer, ça c'est sûr. Je sais juste pas quand elles arriveront. Désolée. Du coup, ouais, c'est la rentrée. Et en fait, je me suis rendu compte que je vous avais jamais raconté ma rentrée en fac de japonais. Et que c'est plein d'histoires un peu genre que je trouve personnellement marrantes. Et du coup je me suis dit, tu sais quoi, Julia, t'as jamais fait un story time. Comment est-ce que tu pourrais être une youtubeuse si t'as jamais fait de story time? Et donc c'est parti pour un story time de ma rentrée en fac de japonais. Pour ceux qui me connaissent pas bien ou qui n'ont pas suivi exactement mon parcours, parce que je pense que c'est un sacré paquet d'entre vous en fait. J'ai fait un bac STI électronique. Ça s'appelait à l'époque STI électronique, maintenant ça s'appelle STI 2D, mais je crois que ça va encore changer. Je suis vieille. La logique d'après la STI électronique, c'était de faire de l'informatique ou de continuer l'électronique. Je me suis lancée dans un DUT informatique, j'ai fait la première année, j'ai serré les fesses jusqu'à la fin de la première année, j'ai eu ma première année. Début de deuxième année, je me suis dit... Non. Je me souviens, c'était un 15 octobre, c'était 15 octobre 2013. Vendredi soir, vers genre 18h, j'appelle ma maman en pleurs en lui disant « Maman, je veux plus aller à l'école !» Sauf que pour la quasi-totalité des facs de France, c'était le dernier jour aussi pour se réorienter. Et du coup, c'était un peu trop tard. C'est pour ça que je me souviens que c'était le 15 octobre. Donc au final, j'ai fait une année sabbatique, je suis rentrée chez ma maman, j'ai soigné ma dépression, c'était pas mal comme étape dans la vie aussi. Et puis pendant toute l'année, je me suis dit, je vais faire quoi de ma vie? Et il se trouve que quand ça allait pas en DUT informatique, l'année d'avant déjà, je m'étais dit, tu sais quoi, il me faut un truc qui soit... que j'ai envie d'apprendre et que ça me motive d'apprendre et que j'ai toujours voulu apprendre. Et des années avant, j'avais acheté un manuel de japonais pour débutants qui s'appelait le Maneki Neko. Et j'avais repris ce manuel, je ne m'étais quasiment jamais servi. Et j'avais découvert que apprendre le japonais, c'était vachement chouette. Du coup, pendant que j'étais chez ma maman, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire une fac de japonais, tu sais. Genre, il y a un truc dans ta vie, Julia, que t'as toujours aimé, et dont tu t'es jamais lassée, c'était le japonais. Donc fonce quoi. Et voilà, j'ai pris la décision de ma vie, grosso modo. Mais je voulais déjà vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avant, parce que je pense que ça peut vous montrer que c'est ok si là c'est votre première année après le bac, et que vous savez pas trop si vous avez choisi le bon truc ou pas. On peut changer d'avis après. Y a pas de souci, je l'ai fait, je l'ai même fait, genre je me suis pris comme un manche pour le faire, mais à la fin ça a fonctionné. Donc ouais, j'ai utilisé cette année sabbatique pour apprendre un max avec le Maneki Neko. J'ai eu le temps de faire la totalité du manuel moi-même. En autodidacte, j'avais pas de prof, je savais pas trop à qui poser mes questions et tout. Alors des fois j'écrivais des questions sur le manuel, maintenant je peux les relire maintenant que je sais les réponses, et c'est assez marrant. Mais ouais, j'avais pas trop de guide, mais moi je me disais c'est pas grave, je pourrais poser des questions au prof l'année prochaine, ça ira. Et donc j'ai choisi d'aller dans la fac qui s'appelle Lille 3, que je crois que maintenant elle s'appelle juste Lille tout court. Une LLCER de japonais, et c'est la licence en France que vous pouvez faire qui est la plus spécialisée en langue japonaise. Il y a LEA aussi qui est assez spécialisée en langue, mais on est obligé de faire une deuxième langue. Et en général, le combo le plus courant, c'est de faire anglais en première langue, japonais en deuxième langue. Et donc on est plus spécialisé en anglais qu'en japonais. Moi je voulais vraiment être spécialisée en japonais, donc j'ai fait LLCE. Je suis allée super loin de chez moi parce que je suis bretonne, mais sauf qu'il n'y avait pas du tout de LLCER japonais en Bretagne. Donc j'avais le choix, grosso modo, entre Lille, Paris et Bordeaux, c'était les trois qui étaient les plus proches de chez moi. Donc j'ai un peu joué au pifomètre et j'ai pris Lille parce que je me souvenais sur un forum qui n'avait rien à voir avec le Japon, un jour avoir entendu dire que quelqu'un allait à la fac de japonais à Lille. C'était ça ma raison pour aller à Lille. Je ne connaissais pas Lille, je ne connaissais personne à Lille. Ouais, les bonnes décisions. On arrive donc
la veille de ma rentrée et j'avais fait demande de bourse, etc. J'étais boursière, il n'y avait pas de souci. J'avais demandé une place en résidence universitaire. À cette époque-là, c'était beaucoup moins compliqué que maintenant. Et j'ai eu ma place sans aucun problème. Et donc, je fais le voyage avec ma maman, avec la voiture blindée de toutes mes affaires. On fait 700 km. C'était fun, cette heure de voiture là. Et je n'avais aucune idée dans quoi j'allais vivre. Je savais que mon appart faisait environ 20 mètres carrés. Ce qui était beaucoup parce que quand j'étais en DUT informatique, j'avais une chambre de CTU de 9 mètres carrés. Donc j'avais l'impression d'arriver dans un palace. Mais bon, en vrai, c'était pas si... La disposition de l'appart elle-même était merdique. C'était pas que c'était nul du tout. C'était juste que j'étais tombée sur l'appart qui était censé être pour les personnes handicapées. En fauteuil roulant, et donc il y avait quelques aménagements qui faisaient que c'était plus pratique en fauteuil roulant, sauf qu'il se trouve que mon père était en fauteuil roulant, donc moi je connais très bien les aménagements, parce que j'ai grandi dans une maison où il y avait des aménagements pour les fauteuils roulants, et l'appart, mais c'était de la grosse merde. Il y avait une poignée sur les toilettes, mais il n'y en avait pas dans la douche. La douche, du coup, c'était entièrement la pièce entière qui était une douche, sauf que l'eau s'écoulait pas. Du coup, ça faisait une gigamare au milieu, au lieu d'être un petit peu en pente et de s'écouler. Donc c'était pas terrible ça non plus. Et surtout, il y avait des placards en hauteur. Pour quelqu'un en fauteuil roulant, des placards en hauteur. On comprend pas. Donc ouais, il y avait plein de soucis comme ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il m'avait filé à moi qui n'avais pas de fauteuil roulant, plutôt qu'à quelqu'un qui avait des fauteuils roulants, parce que franchement, la personne aurait trop galéré dans sa vie. En plus de ça, c'était un appart qui était carré, mais il y avait un tiers de l'appart qui était la salle de bain. Genre la salle de bain était géante, je pouvais mettre au moins 2 matelas, genre 2 lits dans la salle de bain. Voire 3 si on serrait un petit peu. Un tiers, ça se trouve c'est même plus. La moitié de mon appart était bouffée par la salle de bain, et sinon le reste ça faisait un angle comme ça. Et les murs étaient en crépi. C'est-à-dire que, vous savez, le crépi là, quand vous frottez un tout petit peu, ça vous arrache la peau, c'était ça partout. Donc, non seulement c'est dégueulasse parce que du coup il y a du relief, donc la poussière elle reste dedans, mais en plus ça fait mal. Mon premier appart à Lille là, c'est un chef-d'œuvre ce truc là. Mais bon, c'était mon chez moi et puis c'était plus grand qu'un 9 mètres carrés et j'étais vachement contente. Donc ouais, et puis j'avais un toit surtout sur la tête parce que vraiment le voyage à Lille, je sais pas comment je faisais pour ne pas être stressée, je me souviens que j'en avais rien à foutre. C'était peut-être un peu quand j'étais revenue du Japon l'année dernière et qu'on m'avait paumé mes valises là. J'étais tellement fatiguée, j'en avais rien à foutre de rien. Et donc ouais, on ne savait pas du tout si la résidence universitaire dans laquelle j'allais existait vraiment ou pas en fait. Donc voilà, j'arrive, je fais mon déménagement, on fait 1 heure de queue juste pour avoir les clés, c'était sympa, le Crous, l'organisation de Crous. Et puis le lendemain, du coup, c'était la rentrée. Alors heureusement, j'ai pas été aussi stupide que d'habitude pour ma rentrée, parce que j'ai eu d'autres rentrées où c'était pas le cas. Mais je m'étais renseignée et surtout j'avais essayé de contacter des étudiants qui allaient être dans la même promo que moi, et donc j'étais pas seule au monde pour la rentrée, parce que Lille, je vous dis, c'était la première fois de ma vie que j'y mettais les pieds. Lille, c'est grand. Et en plus, il y a 2 lignes de métro. Moi, la seule ville que je connaissais avec un métro, c'était Rennes. Il y en a une. Et il fallait faire un changement en plus de là où je partais. Donc j'étais un peu genre, une enfant toute seule larguée au milieu de la ville. Là, c'était... Fallait trouver son chemin et arriver à l'heure à un moment. Je suis partie avec genre 1 heure d'avance, un truc comme ça. Je rejoins du coup les gens avec qui j'avais discuté sur internet à la gare, et puis on part tous ensemble à la fac. Alors pour rencontrer des étudiants en avance à la fac, je vous dis ça, mais vous regardez probablement ça après votre rentrée à vous, donc ça ne vous sert à rien, mais peut-être à l'avenir, je sais pas. Mais j'étais allée sur le site qui s'appelle Nautiljon, probablement que ça se prononce Nautiljon. Je sais pas. C'est la première fois de ma vie que je dis ce mot à l'oral. Sur leur forum, en fait, il y a une section études et à toutes les rentrées, il y a des postes par fac, par promo. Et donc, j'avais trouvé des gens comme ça dessus et on avait discuté et on s'était dit ouais, bah c'est cool, on sera pas tout seul. Il se trouve que parmi ces personnes-là, il y en a pas tant que ça avec qui je suis restée amie, mais j'ai rencontré ma meilleure amie de fac grâce à ça, donc en vrai, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Voilà. Mais vous vous sentez pas obligé, si jamais vous rencontrez des gens comme ça juste le jour de la rentrée, vous vous sentez pas obligé de rester amis ad vitam aeternam avec eux, parce que c'est un peu le hasard qui vous a mis ensemble, c'est pas spécialement vos intérêts communs, si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste que c'est sympa
d'en connaître un tout petit peu à l'avance. Voilà. Je dis ça d'un point de vue de quelqu'un qui est extrêmement introverti. Je suis pas timide, je suis juste introvertie. J'ai pas envie d'être entourée de gens tout le temps, ça me fatigue. Donc on arrive à la fac, il fallait trouver l'amphi. Heureusement c'était l'amphi le plus facile à trouver, en vrai ils avaient été sympas pour nous. Parce que aussi la section de japonais c'est la deuxième plus grosse section de l'île 3, donc après l'anglais. Du coup on était beaucoup et suffisait un petit peu juste de suivre les gens qui avaient des looks délire. Genre les cheveux roses, il y en avait qui étaient arrivés déguisés, qui avaient des oreilles de chat. La fac de japonais. Donc c'était pas trop dur de repérer où est-ce qu'il fallait aller. Ça allait. On rentre tous dans l'amphi au bout de 20 minutes parce qu'évidemment tout le monde était en retard. Y compris les profs. Et puis, du coup, les profs se lancent dans une explication de comment va se passer le cursus, quelle matière on va avoir. Ils présentent un peu tous les profs qui étaient là. Il y avait un prof qui gigotait dans tous les sens et qui avait l'air de bien se marrer. Et il se trouve que ça a failli être mon prof de master 3 ans plus tard. Si vous êtes à l'île 3, vous savez de qui je parle. Et puis, ils arrivent aux options de parcours qu'on devait avoir. Alors là, on le regarde en mode option de parcours et ils font « Ouais, on sait pas non plus ». Et parce qu'en fait, c'était la première année, donc ma rentrée c'était en septembre 2014. C'était la première année que l'île 3 proposait des parcours au LLCER. Donc en gros, leur histoire de parcours, c'était en fait choisir une mineure, quoi. On avait la majeure qu'on avait choisie qui était le japonais. Et on avait une mineure, on avait plein d'options. Mais on ne savait pas qu'on avait plein d'options. Et les profs non plus ne savaient pas qu'on avait plein d'options. Et du coup, ils nous ont dit, bah vous avez le choix entre anglais ou interculturalité. Et on était trop genre, c'est tout, y a pas d'autres trucs. Et d'autres ont fait, non, choisissez entre les deux. Enfin, on croit que c'est ça. Parce qu'ils disaient constamment qu'ils étaient pas trop au courant. Moi, évidemment, je me suis pas posé de questions, j'ai pris anglais. Mais pour tous ceux qui étaient pas très forts en anglais et qui voulaient prendre une autre langue que l'anglais, il y avait pas de parcours anglais ou espagnol ou italien ou allemand ou n'importe quoi. Il y avait anglais ou interculturalité. Donc ils étaient obligés de prendre interculturalité. Alors, interculturalité, je ne sais pas si ça a changé depuis. Mais ils nous ont expliqué ça très vite fait en disant « Ouais, c'est un peu de philosophie, mais de l'économie, mais de l'histoire, machin. » Et en fait, il se trouve que je connais beaucoup de gens du coup qui l'ont fait pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, ils étaient quand même toujours pas capables d'expliquer ce que c'était qu'interculturalité. Voilà. Donc bon, il y a la moitié qui choisit anglais, l'autre moitié qui choisit interculturalité. Après, ils nous disent sinon, du coup, vous avez ce livret-là de kanji à apprendre pour ce semestre, et puis vous avez tous vos kanas à apprendre pour dans 2 semaines dans la vraie rentrée. Parce que là, je parle de la pré-rentrée. Donc il y a tout le monde qui se regarde en mode oh là là, moi je connais pas mes kanas, moi je suis dans la merde. Heureusement, moi je les connaissais du coup, mais j'ai justement les gens que je connaissais qui étaient en panique totale. Donc ouais, 2 semaines pour apprendre les kanas. En vrai, 2 semaines pour apprendre les kanas, ça se fait. Surtout si t'as rien à faire parce que justement tu vas rentrer en fac de japonais et que c'est encore les vacances. Ça se fait, tu les maîtrises pas quoi, mais t'arrives bien à les déchiffrer quand même. C'est juste qu'il faut vraiment le faire tous les jours. Si jamais on vous a dit ça à votre rentrée à vous, bossez régulièrement, bossez par petites tranches en fait plusieurs fois par jour, genre faites 1/4 d'heure le matin, 1/4 d'heure le midi, 1/4 d'heure le soir. Et si vous faites ça tous les jours pendant 2 semaines, ça ira, vous inquiétez pas. Par contre ouais, le livret de kanji le jour de la rentrée, c'était... C'est là qu'on s'est rendu compte de la quantité de kanji qu'on avait à apprendre aussi. Pendant mon premier semestre, je crois que c'était comme ça pendant toute la première année. La première semaine, je crois que c'était que 10 kanji, sinon toutes les autres semaines, c'était 20 kanji. Et avec ces kanji-là, il y avait au moins 2-3 mots de vocabulaire. Donc ça faisait, la première semaine, ça faisait une 30aine de mots de vocabulaire, et les autres semaines, ça faisait une 60aine de mots de vocabulaire. Donc c'était fun, quoi. J'ai l'impression de me plaindre, mais en vrai... Il y a eu plein de bons souvenirs aussi parce que du coup c'était la période où tout le monde s'installait dans ses apparts, il y avait des pendaisons de crémaillère, comme personne ne connaissait personne, tout le monde se faisait inviter par des gens random. C'était aussi la période où je me suis fait plein d'amis en utilisant la technique ultime de jeu Julia, je vous la conseille. C'est quand vous voyez, ça marche vraiment bien en fac de japonais, parce qu'en fac de japonais, tout le monde a pour intérêt le Japon normalement. Donc il y a des petits porte-clés, des sacs à dos, des sacs à main qui sont avec des images de persos d'animé ou des trucs comme ça et tout. Et donc il y avait un bon quota de gens stylés quoi.
Et donc ma technique pour me faire des amis, c'était genre ah j'aime trop tes boucles d'oreilles, ah t'as un porte-clés de machin trop bien, ah machin, ah ouais j'ai vu que t'avais un stylo et truc bidule. Et t'engages la conversation comme ça. Mes 2 colocs, que vous avez vu en vidéo du coup, mes 2 colocs, je les ai rencontrés comme ça. C'était ça. Donc voilà, vous avez le droit de voler ma méthode, elle est pas trademark. Ça marche pas mal. Faut y aller évidemment au moment opportun. Il faut pas non plus couper les gens en plein milieu de leur conversation pour leur dire ça, parce que ça va les mettre mal à l'aise. Mais franchement, ça marche pas mal. Hein. Et ça marche toujours. C'est quelque chose dont je me sers toujours. C'est quelque chose dont je pense que je me servirai toujours. Faire des compliments de base, c'est quand même une bonne première impression. Donc voilà, ça aide. Donc voilà, grosso modo, comment s'est passée ma rentrée. Et puis après, la première semaine de cours, donc je crois que c'était la dernière semaine de septembre pour moi. On a pu attaquer la semaine avec justement le prof qui gigotait dans tous les sens à la pré-rentrée. Et on s'est rendu compte que on était parti pour une sacrée montagne russe avec lui. Et on l'a eu en cours de grammaire. Et puis après, on a eu une prof fantastique. En cours de kanji, qui était une prof française, qui était, pour le coup avec elle, je vais pas mâcher mes mots parce que de 1, elle est plus prof. Et de 2, je peux rien dire de bien sur elle. Elle était arrivée là par hasard et elle avait pas les compétences pour enseigner ni les kanji ni le japonais tout court. C'était un petit peu gênant, mais bon, peut-être ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je ne sais pas. Et après, du coup, ouais, on a pu rencontrer tous nos autres profs. On avait quand même beaucoup de profs japonais à Lille. Je sais pas si c'est toujours le cas parce que je me suis pas du tout renseignée sur qui était parti, qui était venu comme prof à Lille là. J'ai pu rencontrer un certain nombre d'entre vous qui êtes à Lille là actuellement à Geek Days il y a quelques mois de ça. Vous me disiez que vous étiez pris à Lille, vous étiez trop content et tout. Faut pas que cette vidéo vous serve de... Comment dire ? J'ai l'impression d'avoir été négative mais en fait c'était juste... C'est pas vraiment du négatif. Je ferai probablement une autre vidéo sur mon expérience globale de ma licence. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que j'ai déjà fait une vidéo de comment c'est la licence de japonais. C'est l'une des plus vieilles sur ma chaîne. Mais j'étais encore en 3e année. Là maintenant, ça fait déjà 2 ans que je suis plus en licence. Et du coup, j'ai le point de vue extérieur. J'ai le recul pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Donc si jamais ça vous intéresse... Voilà, on peut faire ça. Qu'est-ce que je voudrais vous dire comme conseil maintenant que vous êtes à la rentrée au début de l'année là ? Numéro 1, apprenez vos kanji. Apprenez vos kanji. Vous n'avez pas le temps, vous n'aurez jamais le temps de tout apprendre. Donc commencez à bosser vachement dur les kanji. Aussi, allez, du coup, si vous êtes à Lille 3, allez au club Ulysse qui est le club de la section relations internationales là. Qui est du coup là où vous pourrez rencontrer des étudiants en échange, des étudiants étrangers. Faites-vous des amis japonais, discutez avec eux en japonais parce qu'on n'a jamais l'occasion de parler japonais en fait pendant les licences grosso modo. Je pense que c'est pas du tout la seule licence, c'est pas juste à Lille 3 le problème, c'est partout. On n'a jamais assez l'occasion de discuter en japonais. Même si on étudie quasiment que le japonais, en fait, y a énormément de cours qui sont en français. Les cours de grammaire sont en français. Je sais qu'à l'E3, ils ont essayé à partir de la 2e et 3e année de nous faire les cours de compréhension orale que en japonais. Mais je suis même pas sûre qu'ils le fassent pour les premières années. Il y a jamais assez de japonais dans votre vie, donc essayez de vous entourer de gens qui parlent japonais. Aussi, s'il y a des gens qui sont super forts en japonais dans votre classe, essayez de vous rapprocher d'eux. Ne restez pas avec les cancres parce que ces gens-là vont vous tirer vers le bas. Les gens qui écoutent pas les profs, les gens qui regardent des animés en cours, les gens qui parlent mal aux profs parce qu'il y en a. Toutes ces personnes-là, vous voulez vous en séparer. De toute façon, je pense que si vous êtes là pour étudier, ces personnes-là vont vous saouler. Ils peuvent être très sympas et très drôles en dehors des cours, mais s'ils foutent le bordel en cours, vous n'avez pas besoin de ces personnes dans votre vie. Parce que en fait vous avez choisi d'être là. C'est pas comme le lycée où tout le monde le subit un peu parce qu'on est obligé d'avoir notre bac. La fac, c'est chacun choisit où est-ce qu'il va. Et du coup, les gens qui choisissent d'être en cours, alors qu'en plus personne ne fait l'appel, tout ça pour pourrir l'éducation des autres parce qu'ils foutent le bordel. C'est pas franchement des gens qui peuvent vous apporter grand chose dans la vie. Donc ouais, fuyez ce genre de personnes là. Vous verrez en première année de fac de japonais,
Vous risquez de voir beaucoup de gens la première semaine, puis la deuxième semaine déjà va y avoir moitié moins. Premier contrôle, donc si c'est en moitié de semaine, ce sera en octobre, sinon c'est du coup fin janvier. Il va y avoir encore la moitié de la promo qui va arrêter de venir, et à la fin de la première année, je crois qu'on est passé de... Il y avait 200 inscrits au début de la première année, il y avait eu 60 inscrits au début de la deuxième année. Entre les gens qui avaient redoublé, etc. Mais il n'y avait pas tant que ça de gens qui avaient redoublé. Tous les autres avaient abandonné, grosso modo. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent que ça va être vous, il faut pas que vous ayez peur de ça. Mais sachez que si jamais tous vos potes abandonnent autour de vous parce que vous êtes entouré de gens qui branlent rien, bah ce sera pas très motivant de continuer. Donc essayez de vous entourer de gens qui bossent dur. En général, les intellos, les gens qui ont l'air de bosser dur, en fait ils sont vachement enrichissants, ils ont tout un tas de choses à vous apprendre. Et puis vous pouvez leur poser des questions à eux si jamais vous n'osez pas poser des questions aux profs et tout, et c'est vraiment chouette d'avoir des gens qui bossent comme potes à la fac. Et ça va vous tirer vers le haut de ouf et vous motiver. Donc voilà pour mes petits conseils. Aussi, je tiens à dire avant de terminer cette vidéo que je ne suis jamais passée par Parcoursup. Je ne peux pas vous aider à propos de Parcoursup. Je préfère le préciser à chaque vidéo que je fais qui parle des études supérieures maintenant. La seule fois où j'ai vaguement dû passer par un truc qui y ressemble, c'était pour les bourses quand je suis revenue en France, et que du coup j'ai cherché une résidence universitaire où il y avait le nouveau système là où t'as le droit qu'à 2 choix, enfin c'était complètement débile, et j'ai pas eu d'appart, donc je peux vraiment absolument pas vous aider, et je vais probablement jamais repasser par Parcoursup, donc aucune idée. De mon temps ça s'appelait APB et c'était beaucoup plus simple, donc bon courage si jamais vous êtes en terminale cette année, ça va le faire. Serrez les dents, serrez les fesses. Je crois en vous. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu sur YouTube depuis la dernière vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans la prochaine. Salut!